Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci voilà, d'être venus pour ce nouveau webinaire donc, organisé par Vision du Monde sur le thème du Sénégal. Alors, avant de commencer, nous allons simplement nous attarder sur quelques petits détails techniques. Sachez que ce webinaire est enregistré afin de permettre aux marraines et parrains qui n'auraient pas pu se joindre à nous aujourd'hui de pouvoir le visionner ultérieurement. De ce fait, pour assurer une meilleure qualité d'enregistrement, vos micros ont été coupés ou si ce n'est pas le cas, nous vous prions donc de bien vouloir couper votre micro. Mais bien sûr, ce webinaire reste interactif, donc n'hésitez surtout pas à nous faire part de vos remarques ou à poser toutes vos questions en utilisant l'espace de dialogue donc de Zoom que vous trouverez en bas à droite de votre écran, donc la chat box. Voilà, c'est compliqué ça. Alors, il vous suffira simplement donc, de cliquer sur le petit bouton désactiver le son. Avant d'aller plus loin, je vais également vous présenter l'équipe qui sera avec vous aujourd'hui. Donc, je suis Mélissa et je suis ravie de pouvoir animer ce webinaire. Je serai accompagnée de Morgane, notre experte Zoom, ainsi que de nos deux spécialistes du Sénégal, Anaïs, notre experte terrain, et Émilie, notre experte parrainage. Donc, tout au long de ce webinaire, nous allons partir à la découverte du Sénégal. Nous allons revenir dans un premier temps sur des éléments de contexte afin de pouvoir découvrir le pays dans sa globalité. Et nous reviendrons bien sûr dans le détail de tous les programmes que nous avons au Sénégal afin de mieux identifier les besoins des familles, quelles sont les réalités du terrain, mais également quelles sont les actions prioritaires menées par Vision du Monde sur place. Également un focus sur l'impact du Covid-19, quelle est la situation sanitaire actuellement dans le pays, quels ont été aussi les impacts aussi bien pour les équipes sur place que sur les échanges parrain-filleul, et nous vous expliquerons quelles ont été les actions menées par Vision du Monde en réponse à cette pandémie. Nous aurons également le plaisir de vous informer d'une petite nouvelle inédite concernant l'un de nos programmes au Sénégal. Donc, je ne vous en dis pas plus pour le moment, mais nous y reviendrons dans quelques instants. Et nous prendrons également un moment d'échange pour répondre aux questions que vous nous aurez posées dans la chatbox. Je laisse donc la parole maintenant à Émilie qui va nous emmener à la découverte du Sénégal. Merci Mélissa. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Tout d'abord, laissez-moi vous donner quelques informations sur ce pays de 16,3 millions d'habitants. Donc, le Sénégal se situe à 3800 km de la France. Le pays est composé de 14 régions pour une superficie de presque 200 000 km². Sa capitale, vous le savez sûrement, c'est Dakar. La langue officielle, le français, mais on y retrouve aussi de nombreux dialectes, donc 6 langues nationales, le Wolof étant le dialecte le plus parlé. Alors, les Sénégalais rencontrent de nombreux défis socio-économiques. Et c'est un euphémisme, puisque 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté selon la Banque mondiale. Le taux de croissance a nettement ralenti en 2020 et atteignait seulement 1,5%. Après les émeutes de mars dernier, le président Macky Sall a rappelé qu'un fonds d'urgence de 1 000 milliards de francs CFA, donc 1,5 milliard d'euros, avait été créé pour atténuer l'impact social et économique de la crise sanitaire, grâce notamment à des reports d'impôts et à l'interdiction de la mise au chômage. Mais la pandémie a non seulement dévasté le secteur touristique, mais elle a aussi tari les transferts d'argent des Sénégalais de l'étranger, qui représentent traditionnellement 10% du PIB. C'est 2 millions de Sénégalais qui sont tombés dans la pauvreté en un an seulement. En parallèle, le Sénégal fait aussi face à une flambée des prix des produits de première nécessité, avec une augmentation de 40 à 60% ces derniers mois. Donc, c'est énorme. Il y a Dakar et certaines régions isolées qui connaissent aussi une pénurie de sucre. Donc, des décisions en matière de taxes ont été ainsi prises, mais ces dernières, malheureusement, sont loin d'être suffisantes. C'est donc une population exaspérée de voir le coût de la vie augmenter sans que le pouvoir d'achat n'en fasse autant. Dernièrement, sur les réseaux sociaux, les hashtags la vie est chère, nous sommes fatigués, nous n'en pouvons plus, ont fleuri pour dire cette exaspération. Enfin, autre signe de la précarité, le nombre croissant de Sénégalais
qui ont tenté de rejoindre l'Europe à bord d'embarcations de fortune avec des pertes de vie humaines que les ONG estiment à des centaines, faute de chiffres officiels. À présent, intéressons-nous à la situation politique du pays. Vous le savez peut-être, le Sénégal est une république à régime présidentiel multipartite où le président exerce la charge de chef d'État et le Premier ministre la fonction de chef de gouvernement. Donc, le pouvoir exécutif est aux mains du président, tandis que le pouvoir législatif est partagé entre le gouvernement et le Parlement. Donc, arrivé au pouvoir en 2012, le président sénégalais Macky Sall a été réélu pour 5 ans, fin février 2019. Vous en avez sûrement entendu parler. En mars dernier, après l'arrestation d'Ousmane Sonko, un mouvement de contestation émerge. Alors, Ousmane Sonko, c'est le 3e de la présidentielle de 2019 et donc l'un des opposants au président Macky Sall. Ses partisans parlent d'un complot destiné à l'éliminer. Mais les événements ont débordé de beaucoup. Le seul cadre en fait, de l'affaire Sonko, c'est en effet une réelle crise politique et sociale que traverse le pays. Donc, l'arrestation de l'opposant, c'est vraiment l'élément catalyseur d'une série de frustrations liées à la gouvernance, mais aussi aux conditions socio-économiques du pays. Voici, alors, hop. À présent, j'aimerais maintenant vous parler du Magal de Touba, qui est la plus importante fête religieuse de la confrérie musulmane mouride du Sénégal. Alors, étymologiquement, Magal, c'est un terme wolof qui signifie rendre hommage, célébrer, magnifier. Il commémore le départ en exil au Gabon du fondateur de la confrérie mouride, le cheikh Amadou Bamba, en 1895. Poussé à l'exil par l'administration locale de l'époque. Il est célébré à Touba, au Sénégal, depuis 1928, l'année ayant suivi la mort du cheikh Bamba. Alors, selon les croyants, le cheikh a pu surmonter cette épreuve grâce à sa foi en Dieu. Donc, cet exil au Gabon, censé l'éprouver, l'éloigner de son pays et des siens, s'est finalement transformé en une épreuve spirituelle. Aujourd'hui, en plus d'être un rendez-vous religieux, le Magal est un moment de grands échanges sur le plan économique et génère des milliards de francs CFA par an de retombées pour l'économie formelle et informelle. Donc, cette année aussi, le pèlerinage a eu lieu le 25 et le 26 septembre dernier, la semaine dernière, malgré l'aggravation de la situation sanitaire. Donc, voilà, en pleine pandémie du Covid-19, le défi a été audacieux, voire périlleux. Alors, à présent, j'ai une petite question pour vous. À vous de répondre à cette question. Vous allez avoir d'ailleurs le choix entre les 3 réponses. N'hésitez pas à cliquer. Combien de pèlerins se sont réunis à Touba pour la célébration du Magal cette année? Hop, je vous laisse quelques minutes, quelques instants. Alors, est-ce que tout le monde a répondu? On va voir s'afficher les résultats si c'est le cas. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Je n'ai pas une majorité de bonnes réponses. La bonne réponse étant 1 million, ce qui est déjà un chiffre très conséquent. 1 million de pèlerins se sont réunis dans cette ville qui recense en temps normal 1,5 million d'habitants. Donc voilà, c'est énorme. À titre comparatif, en 2019, à la Mecque, 2,5 millions de musulmans venus du monde entier accomplissaient le Hajj.
Donc, on réalise alors voilà, l'ampleur de cette manifestation religieuse typiquement sénégalaise. Merci à tous. Merci beaucoup, Émilie, pour ces informations très intéressantes. Et bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc, on va maintenant évoquer la situation sanitaire au Sénégal. Alors, à la mi-septembre, on comptait plus de 73 000 cas de Covid-19 recensés depuis le début de la pandémie et plus de 1800 décès. Par contre, on avait seulement un peu plus d'1 million de personnes qui étaient vaccinées des 2 doses sur une population totale de plus de 16 millions de personnes. Donc, ce qui fait très peu de vaccinés. Il faut savoir que la troisième vague a été assez forte pendant l'été, très forte saturation des hôpitaux, mais les cas commencent à décroître actuellement. Alors, la pandémie de la Covid-19 a fortement ralenti nos activités sur le terrain. L'état d'urgence a été promulgué très rapidement et dès le 14 mars 2020, les écoles ont été fermées, donc à peu près à la même époque que notre première vague en fait. Et les équipes ont été très limitées dans leurs déplacements et se sont consacrées à la réponse d'urgence entre le mois de mars et le mois d'août 2020. Depuis un peu plus d'1 an maintenant, nos activités de développement classiques ont peu à peu repris leur cours sur le terrain. Et donc, il faut savoir que dans les régions dans lesquelles on intervient, la pandémie a eu des conséquences assez fortes sur les communautés rurales, puisque on a eu notamment la fermeture des marchés hebdomadaires qui a engendré une hausse de la pauvreté. Donc, Émilie en a parlé tout à l'heure. Et donc, face à ça, la priorité de nos équipes a été de répondre aux besoins alimentaires des populations, notamment. Donc, on a distribué de la farine enrichie aux femmes enceintes et allaitantes. On a distribué du bétail et des intrants alimentaires aux communautés, ainsi que des espèces, donc du cash, pour éviter au maximum toute situation d'insécurité alimentaire. Alors, notre bureau sénégalais a ouvert en 1984 et compte plus de 200 employés désormais. Donc, on a au total 24 programmes de développement qui sont mis en œuvre, que vous pouvez voir. Vous pouvez voir les régions dans lesquelles on intervient sur la carte projetée. Et on a un peu plus de 55 000 enfants parrainés dans tout le Sénégal. Alors, bien sûr, pas que avec Vision du Monde France, mais avec l'ensemble des bureaux de World Vision. Et donc, nous, Bureau français, nous sommes présents au Sénégal depuis plus de 15 ans maintenant. On finance 3 programmes de développement, donc 2 dans la région de Kaffrine, Diokoul et Mabo, et un dans la région de Tambacounda, à Neteboulou, que vous pouvez voir aussi sur la carte. Et le budget de Vision du Monde en 2021-2022 au Sénégal est de 1 200 000 $. Donc, on vous emmène aujourd'hui avec nous en visite dans nos programmes à Diokoul et à Mabo, puis aussi à Neteboulou, bien sûr. Donc, ces programmes sont situés tous les deux dans la région de Kaffrine, où on recense plus de 600 000 habitants. Il faut savoir que les températures y varient de 19 à 45 degrés, avec des périodes de très, très forte chaleur. Alors ici, on peut voir des habitations traditionnelles dans la zone. Et il faut également savoir que cette région est caractérisée par une faible pluviométrie et donc une végétation qui est assez pauvre. Donc ici, je vous présente notre équipe à Kaffrine. Donc c'est l'équipe qui gère les programmes de Diokoul et de Mabo. Donc je ne vais pas vous présenter chaque personne qui est présente sur la photo, mais en tout cas, c'est vraiment une équipe très dynamique et super. Alors, comme je disais, on vous emmène bien sûr aussi avec nous à Neteboulou aujourd'hui. Donc, comme je disais, notre programme est situé dans la région de Tambacounda, où on recense plus de 810 000 habitants. Et les températures y sont également très élevées pendant la saison sèche. Voilà notre équipe à Neteboulou, qui est aussi très, très dynamique. Alors, dans ces 2 régions, les principales sources de subsistance sont l'agriculture et l'élevage. Donc, toutefois, les terres sont de très pauvre qualité et les rendements peu élevés.
Donc, les principales cultures sont celles de l'arachide, du maïs, du sorgho et du mil. Et les principaux animaux d'élevage sont la volaille, les ovins, les caprins et les bovins. Donc, les principales problématiques qu'on a identifiées dans nos 3 programmes, Diokul, Mabon et Teglou, sont communes. Donc, tout d'abord, c'est la faible production et la faible productivité des cultures et du bétail, ainsi que le faible accès à des activités génératrices de revenus. Et donc, pour répondre à cette première problématique, nous mettons en œuvre des activités dans le domaine du développement économique, dans l'objectif de rendre la population plus résiliente aux chocs économiques et climatiques. Donc, pour cela, nous créons par exemple des groupes d'épargne et de crédit qui permettent de booster l'entrepreneuriat local et qui permettent notamment aux femmes de s'émanciper en créant des activités génératrices de revenus. Donc, par exemple, à Diokul, on a désormais 203 groupes d'épargne et de crédit qui sont actifs. Et l'année dernière, l'ensemble de ces groupes a épargné l'équivalent de 115 000 euros. C'est considérable. Nous formons également les agriculteurs à la régénération naturelle assistée des terres, qui permet de reforester de grandes étendues de terre sans planter d'arbres. Donc cette approche, elle nous permet de restaurer et d'améliorer le rendement des terres tout en sensibilisant la population à une gestion respectueuse des ressources naturelles. Et ça nous permet également, bien sûr, de réduire l'insécurité alimentaire dans nos programmes. Alors, l'éducation est également identifiée comme un secteur prioritaire dans nos 3 programmes, parce que la qualité des enseignements y est notamment jugée trop faible. Les classes sont surchargées, les infrastructures éducatives sont insuffisantes, les professeurs ne sont pas assez formés. Donc, par exemple, en 2018, le taux de scolarisation était seulement de 51,6% à Diokul et la proportion d'enfants qui savaient lire avec compréhension en CE1 était de 25% à Téboulou en 2019. Donc, pour répondre à cette problématique, nous mettons en œuvre l'approche Unlock Literacy. Donc, cette approche, elle nous permet de renforcer les compétences des enseignants tout en sensibilisant les parents à l'importance de la lecture et de la scolarisation des enfants. Et on crée aussi des clubs de lecture extrascolaires. Donc, vous pouvez voir une photo à droite, une photo d'un club de lecture à Diokul, où tous les enfants sont admis, même ceux qui ne sont pas scolarisés. Donc, en fait, les enfants s'y rendent 2 fois par semaine, apprennent à lire de manière beaucoup plus ludique qu'à l'école. Donc, ils apprennent à lire en paire, par exemple, ils chantent, ils dansent, ils utilisent beaucoup les matériaux locaux pour apprendre à écrire. Et ces clubs nous permettent vraiment de renforcer le niveau de lecture des enfants de façon plus ludique et plus voilà, dans l'amusement également. Donc à Diokul, par exemple, nous avons créé 17 clubs de lecture ces dernières années et en 2020, ils ont permis d'accueillir plus de 1000 enfants. À Téboulou, on a 18 clubs de lecture au total maintenant qui accueillent plus de 1800 enfants. Alors, on vous a préparé une petite vidéo d'Eugène, qui est notre spécialiste éducation à Diokul et à Mabo, pour avoir un témoignage un peu plus concret. Donc, moi, principalement, mes actions sont tournées vers l'école, l'éducation formelle, même si de temps en temps, j'interagis beaucoup avec Joseph et Tchumban, parce que nous avons tous des connexions, des relations, nous servons les mêmes cibles, les enfants. Donc, moi, au niveau de l'éducation, c'est principalement 2 sous-secteurs, qui est la petite enfance et l'élémentaire. Parce que tout ce qui est collège et lycée, ils sont assez grands. Maintenant, nous, en tant qu'organisation, on n'intervient pas énormément directement pour ce niveau. Parce que nous trouvons qu'ils sont assez autonomes, ils peuvent s'en sortir. Donc, nous visons principalement les enfants de 0 à 11 ans, 12 ans. Donc, ce que nous recherchons, c'est surtout améliorer la capacité des enfants à lire et à comprendre. Donc, d'où la mise en place de 2 modèles de projet. Pour la petite enfance, nous avons le Learning Roots, mais que nous ne développons pas à 100%, mais nous nous assurons d'offrir les structures adaptées aux enfants de 3 à 5 ans. Et à partir de cette année, il y a la prise en charge des enfants de 2 ans, parce que l'État est en train de réorganiser encore, surtout pour la partie nutrition et suivi sanitaire, les vaccinations. Donc, l'État commence vraiment à demander à tous ses partenaires de travailler à prendre en charge ce groupe d'enfants. Et grâce au PNS et au fonds des particuliers, comme l'a dit tout à l'heure Déborah,
ou je ne sais plus qui, ça nous a permis vraiment de soutenir ce sous-secteur. Nous avons construit énormément de structures équipées et même soutenu l'État avec le déficit d'enseignants pour la prise en charge de ces enfants. Et cela aide aussi ces enfants, quand ils arrivent au primaire, d'être plus à l'aise en matière de lecture parce qu'ils souffrent moins que les autres qui n'ont pas fait 3 ans dans les structures du préscolaire. Donc, au niveau de l'élémentaire, nous avons le modèle de projet Unlock Literacy qui vraiment vise à améliorer la capacité des enfants à lire et à comprendre avant la 3e année du primaire. Donc, dès qu'ils quittent la 3e année du primaire, normalement, ils doivent pouvoir lire de façon autonome et à comprendre. Et c'est cela notre combat. Et nous travaillons énormément avec la communauté, les parents, les volontaires communautaires et un tout petit peu avec les enseignants. Parce que les enseignants, ils sont sur la partie école, avec l'amélioration de la pédagogie, de l'enseignement de la lecture. Et cela, nous le faisons en coordination avec les inspecteurs de l'éducation et de la formation, qui sont les véritables techniciens du domaine. Maintenant, de l'autre côté, avec les communautés, nous avons mis en place les clubs de lecture, où les enfants s'adonnent chaque semaine à de la lecture, avec le coaching d'un membre de la communauté. Mais avec la COVID, on a eu énormément de soucis parce que les écoles étaient fermées l'année dernière. Et même s'ils ont été réouverts au mois de juin, mais c'est juste pour les élèves de classe d'examen. Mais nous avons continué à travailler, à mettre en place tout le système de lutte et de protection contre la COVID, en équipant les écoles en lave-mains et en matériel de détergent et tout, mais aussi s'assurer qu'il y a de l'eau en permanence dans les écoles. Et cela, je rejoins Joseph et les autres acteurs des autres secteurs qui nous ont permis de réaliser tout cela. Et nous avons aussi continué à accompagner tous les services de l'État qui s'occupent de l'éducation parce que c'est le secteur où on regroupe le plus de personnes au Sénégal, l'école. C'est des millions d'enfants et c'est très difficile parce que souvent les enfants ils contractent le virus, mais ils ne sont pas malades et ils le propagent un peu partout. Et quand même, au Sénégal, bon, même si le test n'est pas systématique pour ces enfants, c'est là où il y a le moins de cas aussi. Donc, les gens sont un peu sceptiques. Et quand on regarde le nombre d'enseignants infectés, il n'y en a pas beaucoup. Donc, on se dit que ce que nous avons mis en place a produit quelque chose. Donc, là, les enfants peuvent continuer à apprendre, même si le contexte change un tout petit peu. Et là, cela aussi a un impact sur mon travail au quotidien parce que je dois me réadapter, me réajuster pour pouvoir répondre aux besoins de ces enfants. Donc, tout ce que nous faisions habituellement avec un certain nombre d'enfants, il faut le diviser par 2 ou 3 pour pouvoir répondre aux enfants. Donc là, je suis en train de travailler spécifiquement à reformer tous les animateurs des clubs de lecture sur les gestes barrières, comment se protéger de la COVID, comment aider les enfants aussi à se protéger, mais aussi comment refaire l'animation des clubs de lecture dans ce contexte. Et ça, c'est un travail vraiment préliminaire qui m'a pris pratiquement tout un mois à mettre en place tous les préalables pour pouvoir mettre en œuvre cela. Mais les clubs ont déjà démarré depuis le début janvier. Et donc là, au lieu d'avoir maintenant 2 animateurs par club, nous aurons un groupe d'enfants géré par un animateur, maximum 25 enfants. Et ils seront obligés de faire chacun 2 séances par semaine, ce qui fait qu'on pourra toucher tous les enfants ciblés. Et c'est quelque chose qui demande beaucoup de choses et aussi, parce que là, quand on fait cela, il faut faire appel aussi à la protection de l'enfant pour que les gens puissent comprendre que ce sont des droits non négociables pour chaque enfant d'étudier et d'être accompagné. Et aussi, nous maintenons la communication intense en termes de protection contre la COVID, mais aussi, l'école doit continuer, les enfants doivent continuer à apprendre. Parce que les systèmes, les nouvelles technologies, nous sommes très, très en retard, nous ne pouvons pas. On a essayé l'année dernière avec l'école à travers la radio, mais ça n'a pas fait un grand impact pour les enfants de nos communautés. C'était très difficile. Et quand j'ai interrogé beaucoup d'enfants, ils me disaient ce qui les manquait, c'est de retourner à l'école. Il faut le coup de coup parce qu'ils n'en pouvaient plus de rester à la maison, à tourner en rond. C'était très difficile pour eux. Alors, pour revenir sur les secteurs que l'on couvre dans nos 3 programmes, donc nous priorisons également la protection de l'enfant dans toutes nos activités. Les enfants sont particulièrement vulnérables dans nos zones d'intervention et peuvent être sujets à de multiples formes de violences, comme les mariages et les grossesses précoces, le travail infantile, les violences physiques, la non-déclaration des naissances à l'état civil, par exemple. Et donc, pour répondre au mieux à toutes ces différentes formes de violence que pourraient rencontrer les enfants, nous travaillons avec les différents comités locaux de protection de l'enfant
Et on travaille également main dans la main avec les chefs religieux et les chefs traditionnels qui ont un véritable poids dans les communautés dans lesquelles on intervient. En 2019, grâce au partenariat avec l'ensemble de ces acteurs que j'ai cités, nous avons pu empêcher 5 nouveaux mariages d'enfants à Diokoul. On a également redynamisé à Diokoul 10 comités villageois de protection de l'enfant et effectué des campagnes de sensibilisation sur les thématiques de la protection à destination de toute la communauté. Nos actions ont également permis l'augmentation de l'enregistrement des naissances à l'état civil. Par exemple, à Mabo, on a la proportion de naissances déclarées qui est passée de 48,8% en 2018 à 87,5% en 2019. Alors, nous mettons également en œuvre des activités dans le domaine de l'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement. À Mabo, par exemple, le taux d'accès à l'eau potable est passé de 18% en 2004 à 98% en 2019. À Neteboulou, ces 2 dernières années, nous avons beaucoup d'accent sur cet aspect-là et nous avons créé plusieurs forages et bords de fontaines ces 2 dernières années. Et donc, grâce à ces interventions, le taux d'accès à l'eau potable est passé de 47% en 2019 à plus de 62% en 2021. Alors, Mélissa, vous en parlez tout à l'heure. Nous avons une petite surprise à partager aujourd'hui. On ouvre un nouveau programme cette année au Sénégal, donc on est ravis de pouvoir partager ça avec vous aujourd'hui. C'est le programme de Makayop, qui est également situé dans la région de Kaffrine, mais pas dans le même département, dans le département de Koungheul. Donc, on a besoin de vous pour répondre à des problématiques qui sont nombreuses. Alors, par exemple, on a 49% des villages qui se situent à plus de 5 km d'une structure de santé, ce qui provoque des difficultés de prise en charge de la santé de la mère et de l'enfant. On a un taux de scolarisation dans l'élémentaire qui est faible, puisqu'on a seulement 37% des enfants qui sont scolarisés à l'heure actuelle aujourd'hui. On n'a aucune école qui a accès à l'électricité, 64% d'entre elles qui n'ont pas de cantine et 21% qui n'ont pas de toilettes. On a également, bien sûr, malheureusement constaté des cas de violences qui sont faits aux enfants, notamment des mariages d'enfants, des violences physiques et psychologiques et des cas de travail d'enfants. Et la situation est également préoccupante en ce qui concerne l'enregistrement des naissances à l'état civil, ce qui empêche les enfants de pouvoir passer des concours, des examens scolaires ou de voyager. Donc, on va essayer d'écouter Pierre Dalissen, qui est le manager de notre nouveau programme à Makayop, qui a un témoignage très intéressant à nous partager. Dans le cadre de la protection, les communautés font face à de réels défis qui les empêchent véritablement de bénéficier d'un bien-être accru. Il s'agit, dans un premier temps, des mariages d'enfants qui aujourd'hui existent pour la plupart, dans la plupart des parties des villages. Il y a aussi le non-enregistrement des enfants à la naissance, mais aussi la non-fonctionnalité des structures de protection de l'enfance qui existent ici. Aujourd'hui, ces enfants qui existent dans ces zones n'ont pas la chance de pouvoir aller quelque part où ils pourront se confier en cas d'abus sexuel ou bien en cas d'abus physique. Mais nous espérons qu'avec vous, nous pourrons développer des modèles de projet, développer des approches qui pourront nous aider à pouvoir aider ces enfants à sortir de ces situations qui les mettent mal à l'aise. Dans le domaine de l'agriculture, les populations de Makayop font face à d'énormes défis qui les empêchent de prendre en charge les besoins spécifiques et primaires de leurs enfants. Il s'agit de la salinisation des terres et de la récurrence des feux de brousse. Il faut également noter le manque d'activités alternatives à l'agriculture font que ces populations se déplacent massivement vers les villes à la recherche du pain qu'ils vont donner à leurs enfants. Mais nous espérons, avec vous, nous pourrons développer des modèles de projet pertinents et adaptés à pouvoir répondre correctement aux besoins spécifiques de ces communautés. Merci d'avance. Dans le domaine de la santé, les populations du programme de Makayop font également face à d'énormes défis qui les empêchent quand même de pouvoir prendre en charge le bien-être de leurs enfants. Ici, dans la communauté, on assiste à un taux élevé de la malnutrition sévère, aiguë et modérée. Cela est dû
du fait que les enfants, les populations, les gardiens et les mères d'enfants n'ont pas assez de formation pour pouvoir donner une nourriture de qualité à leurs enfants. On assiste aussi à un problème de structures de santé insuffisantes. Ces structures de santé sont insuffisantes dans la communauté. On observe une distance moyenne de 5 km entre les populations et les structures de santé. Et cela cause un réel défi et un risque pour un bien-être de ces communautés. On voit également qu'il y a l'existence des maladies diarrhéiques qui gangrènent et qui tuent également à suffisance les enfants de cette communauté. Mais on espère avec vous, on va développer des modèles de projets adaptés, appropriés, pour pouvoir prendre en charge et aider ces enfants à sortir de ces situations de crise. Nous vous remercions d'avance pour votre soutien que vous allez donner pour le bien-être des enfants du programme de Modèle. Merci beaucoup. Nous arrivons donc à la fin de cette présentation. Encore merci les filles pour tous ces éléments qui nous permettent de voir de manière un peu plus concrète les enjeux qui sont sur le terrain au Sénégal. Nous allons prendre donc, comme promis un moment pour répondre à l'ensemble de vos questions. Est-ce que Morgane, tu pourrais nous partager des premières questions qui nous auraient été posées, s'il te plaît? Oui, merci beaucoup Mélissa et bonjour à tous. Alors, une première question qui a été posée, c'est est-ce que toutes les équipes sont bénévoles? Alors, non, nos équipes ne sont pas bénévoles, elles sont salariées comme nous. Mais par contre, on travaille effectivement avec beaucoup de bénévoles sur place, notamment pour faciliter toutes les opérations du parrainage. Donc, l'envoi des lettres, l'envoi des courriers, des choses comme ça. Donc, on travaille main dans la main avec beaucoup de bénévoles qui donnent de leur temps pour assurer le parrainage des enfants. Merci beaucoup Anaïs. Une autre question, c'est comment les villages dans lesquels nous intervenons sont choisis? Alors, le choix des villages se fait. Alors, en fait, on a des études qu'on mène dans une zone avant d'ouvrir un programme qui dure à peu près 1 an pour étudier justement la vulnérabilité de la zone avec beaucoup de critères que je ne vais pas détailler aujourd'hui, mais qui vont analyser notamment la pauvreté de la population, leur accès aux infrastructures de base et aux services sociaux de base. Et c'est sur la base de ces facteurs de vulnérabilité qu'on choisit ou non d'ouvrir un programme et de cibler un certain nombre de villages. Ok, merci beaucoup Anaïs. Une autre question par rapport à l'âge et les classes. Une marraine dit que sa filleule a 7 ans et est encore à l'équivalent de la maternelle. Est-ce que vous savez à quel âge puis ils peuvent rentrer au CP, pardon. Donc le CP, alors au Sénégal on a le CI, le CP et le CE1. Donc le CI qui est une classe intermédiaire entre la maternelle et le primaire. Après sur la tranche d'âge, ça varie beaucoup en fait selon les pays et effectivement au Sénégal on a des enfants qui peuvent être scolarisés sur le tard. C'est un réel enjeu dans nos programmes. Donc, on essaye de sensibiliser beaucoup les populations avec lesquelles on travaille sur ces questions-là. Mais effectivement, ça peut être quelque chose qu'on constate. Les enfants peuvent commencer sur le tard et être scolarisés un peu plus tard que nous, malheureusement. C'est quelque chose justement auquel on essaye de répondre au maximum. Ok, super. Merci beaucoup, Anaïs. Une autre petite question sur est-ce que les enfants ont la possibilité de suivre des formations pour aider les communautés plus tard? Je ne suis pas sûre de très bien comprendre le sens de la question, mais les enfants en fait sont donc nous on travaille vraiment sur cet aspect de la scolarisation des enfants. On développe également une approche qui s'appelle le Youth Ready qui est plus axée sur la formation professionnelle pour que les enfants puissent s'insérer plus facilement sur le marché du travail ou développer des activités d'entrepreneuriat. Mais c'est pas quelque chose qu'on met encore beaucoup en œuvre dans nos programmes à Diokou, Lamabo et à Neteboulou. Par contre, voilà, on travaille vraiment sur ces aspects de scolarisation, encourager les enfants à aller à l'école et on les suit vraiment dans ce parcours-là. D'accord, ok. Merci beaucoup.
Et une petite question par rapport au Covid. Donc, évidemment, actuellement, il n'est pas possible d'aller au Sénégal, mais est-ce que vous savez si prochainement ça sera possible? Je vais peut-être lui... Jusqu'à aujourd'hui, je prends la parole, Alice. Pour les visites des parrains sur le terrain, c'est bien ça. Oui. En effet, elles sont toujours gelées, ces visites-là, et on est vraiment dans de la prévention, et c'est pourquoi on peut voilà, se permettre de prendre de risques et d'autoriser, voilà, d'organiser les visites des parrains voilà, pour le moment. Mais alors, sachez que voilà, dès que la situation évolue positivement, on vous le fera savoir, évidemment. Merci beaucoup, Émilie. Une autre question, jusqu'à quel âge les enfants sont-ils parrainés? 18 ans Alors, ou... oui, en temps normal, généralement, le parrainage prend fin à la majorité de l'enfant. Par contre, si nos collègues estiment que les filleuls n'ont pas encore toutes les cartes en main pour voler de leurs propres ailes, ils pourront continuer à participer au programme de parrainage et à bénéficier des actions de l'association. Voilà, il y a des évaluations qui sont faites régulièrement. Si les filleuls poursuivent des formations professionnelles, des études, ou pour différentes raisons, voilà, ils peuvent voilà, toujours être parrainés après 18 ans. Voici, sachez que dès qu'on nous on obtient l'information de nos collaborateurs sénégalais, on vous en informe voilà, le plus rapidement possible. Ok, super. Bah, merci beaucoup, Émilie. Une autre question aussi, est-ce que les enfants apprennent le français à l'école ou une autre langue? Effectivement, ils apprennent le français à partir du primaire. Et ils apprennent, les enseignements sont toujours donnés en Wolof pour que les enfants comprennent bien les cours. Mais on introduit le français dès le primaire. Ok, super. Merci beaucoup. Une petite question par rapport à Macayop, quand vous avez une date d'ouverture, Oui, le nouveau programme. euh, euh, il est ouvert actuellement, donc on espère vous compter. Il ouvre là, donc Émilie, je pense que c'est aujourd'hui, n'est-ce pas? Tout à fait, exactement. Voilà, sur notre site internet, vous pouvez d'ores et déjà découvrir les portraits d'enfants de Macayop qui attendent d'être parrainés. Donc, n'hésitez pas si vous ou vos proches vous souhaitez voilà, poursuivre l'aventure et soutenir nos actions au sein de ce programme, vous serez évidemment les bienvenus. Merci beaucoup, Émilie. Une autre question sur la RNA. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce que c'est la régénération des terres? Oui, tout à fait. Donc la régénération naturelle assistée des terres, c'est en fait une approche qu'on a développée depuis quelques années déjà et qui est très probante dans les endroits semi-désertiques en fait, où en fait on a constaté que ça coûte très cher et que c'est pas forcément, il n'y a pas forcément beaucoup de résultats à planter, à replanter. Et du coup, en fait, on vient former les populations à prendre soin et à entretenir les plants déjà existants sur place. Et en même temps, en parallèle, la population est formée au respect en fait de l'environnement et des bonnes pratiques à adopter pour conserver le bon état des terres. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que bon, c'est assez technique, mais donc l'idée, c'est vraiment de venir former et outiller aussi physiquement les agriculteurs à l'entretien de ces terres pour laisser se reposer la terre qui va venir en fait facilement au bout de 6 à 8 mois regermer naturellement. Ok, super. Bah, merci beaucoup pour... On a d'ailleurs beaucoup d'articles, enfin quelques articles qui sont disponibles à ce sujet-là sur notre site internet, avec notamment un reportage du Monde qui est allé au Sénégal justement à Diokoul et à Mabo faire un reportage sur cette technique-là. Donc si ça vous intéresse, on va aussi vous envoyer le lien du reportage.
Super, merci beaucoup Anaïs pour ces réponses et merci aussi Émilie. Merci à toutes et à tous pour vos questions. J'espère qu'on a pu y répondre un maximum. Vous inquiétez pas, nous reviendrons aussi plus tard sur les questions qui n'auraient pas encore eu de réponse. Alors, avant de vous laisser peut-être partir déjeuner, nous allons juste revenir sur quelques informations à vous communiquer qui peuvent vous être utiles. S'il vous plaît. Quelques informations utiles aussi, voilà, vous dire que vous pouvez de nouveau, ou qu'il ne faut pas hésiter à envoyer un petit courrier, une lettre à votre filleule. Peut-être que certains d'entre vous le font déjà. Voilà, les courriers sont de nouveau correctement acheminés depuis plusieurs mois, hein, mais il est vrai que voilà, que la conséquence directe de la pandémie était des délais d'acheminement très rallongés. Les services douaniers qui sont aussi beaucoup plus procéduriers, donc des petits colis, des enveloppes qui restent bloquées voilà, de longues semaines. Mais voilà, n'hésitez vraiment pas à envoyer une petite lettre, si vous le souhaitez, à votre filleule, donc à l'adresse suivante, en notant bien voilà, votre référence parrain ou marraine et celle de votre filleule sur les lettres et au dos de l'enveloppe. Coucou. Merci Émilie pour ces précisions. J'en profite également pour vous rappeler que vous pouvez toujours nous joindre hein, si vous avez la moindre question, donc d'autres questions en suspens ou des questions un peu plus précises sur votre propre parrainage et votre filleule. Voilà, si vous êtes en attente peut-être d'un retour d'un courrier, sachant que comme vous le savez, voilà, les courriers peuvent mettre du temps à être acheminés et avoir une réponse qui revienne jusqu'à votre boîte aux lettres. Ça peut mettre environ 4 mois. Mais si passé ce délai-là, vous n'avez pas de retour, n'hésitez surtout pas à nous appeler au 01 49 49 11 12 ou si vous préférez tout simplement nous envoyer un mail à l'adresse info@visiondumonde.fr. Sachez également donc, que d'ici quelques jours, vous recevrez un email avec tout simplement donc, le lien pour pouvoir revisionner ce webinaire, pour pouvoir le partager avec vos proches si vous le souhaitez. On reviendra, comme je le disais tout à l'heure, sur l'ensemble des questions qui ont été posées. On y reviendra donc avec toutes nos réponses en détail par écrit. Et vous recevrez également un mini questionnaire pour nous faire partager donc, vos retours, vos remarques et impressions. C'est un petit questionnaire qui prend seulement quelques minutes, mais qui va grandement nous aider. On a vraiment besoin de vos retours. D'ailleurs, ce questionnaire va apparaître dans l'espace de discussion, donc sur la chat box. Voilà, vraiment, n'hésitez pas à nous faire vos retours. Merci encore une fois d'avoir pris le temps de partager ce moment avec nous. J'espère que vous l'avez apprécié autant que nous. Encore désolée pour les petits incidents de vidéo, mais que vous retrouverez encore une fois donc, dans le lien que nous allons vous adresser. On va vous laisser sur cette note et prenez soin de vous et à très vite, on espère, pour de prochains webinaires. Très bonne journée. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Au revoir.